Bonjour docteur Bonnet. Bonjour. Vous vous présentez? Oui, je suis chirurgien plasticien à l'hôpital d'Arras depuis 2013, d'abord à mi-temps et je suis arrivé à temps plein en 2015. Vous étiez où auparavant? Alors j'ai fait ma formation à Lille et quand j'étais à mi-temps, j'étais moitié ici, moitié à Lille pour finir ma formation. D'accord. Alors je suis venue vers vous par rapport à une procédure très particulière qui s'appelle le DIEP, qui entre dans les opérations de reconstruction mammaire. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu ce que c'est, comment on y a recours, pourquoi? Donc c'est une intervention qui est assez récente puisqu'elle a été vraiment mise au point dans le courant des années 80, fin des années 80 où ça s'est vraiment démocratisé en France et qui fait appel à des techniques microchirurgicales. Alors elle est essentiellement pratiquée pour la reconstruction mammaire, mais pas uniquement. On peut utiliser les DIEP pour d'autres types de reconstruction. Pour quel type de reconstruction? Ça fait partie de l'arsenal thérapeutique en reconstruction qui dépendent des caractéristiques des tissus qu'on va transférer. Pour rentrer un peu dans le détail, ça consiste à prendre la peau du ventre, uniquement la peau et la graisse du ventre, vascularisée, c'est-à-dire qu'on va prélever sur un ou parfois deux vaisseaux qui sont tout petits, qu'on appelle des perforantes. On va réussir à faire survivre la quasi-totalité de la peau qui est située sous l'ombilic, entre l'ombilic et le pubis, et on va récupérer les vaisseaux jusqu'au niveau du bassin. Donc le DIEP, c'est un acronyme qui désigne les vaisseaux qu'on prélève. Donc c'est les vaisseaux épigastriques inférieurs profonds, donc deep, inférieur, épigastrique, perforator. Donc c'est le DIEP, et flap, c'est lambeau en anglais. Donc c'est le DIEP flap. Et donc c'est intéressant en reconstruction mammaire parce que ça nous donne des quantités de peau qui sont importantes, des quantités de graisse qui dépendent de la morphologie de la patiente, mais qui peuvent être également importantes. Et donc apporter en une seule technique un volume qui permette d'être comparable par rapport au sein natif qui n'a pas été opéré, ou alors comparé au sein que la patiente souhaiterait avoir. Et ensuite, charge à nous d'adapter le sein qui n'a pas été opéré au volume du sein qui a été reconstruit. Alors souvent dans les reconstructions mammaires, on parle plutôt de prothèses, c'est ce qui revient de façon plus générale. Pourquoi on ne recourt pas au DIEP en première intention? Alors il y a des femmes qui recourent au DIEP en première intention, de plus en plus, et d'autant plus avec tous les problèmes concernant les implants mammaires qui ont défrayé la chronique ces dernières années, donc à commencer par le scandale des PIP, qui était là vraiment une escroquerie un petit peu à part. Et maintenant, on parle des lymphomes aplasiques à grandes cellules, qui sont des tumeurs fort heureusement excessivement rares, qui peuvent être liées aux implants mammaires. Mais voilà, même si c'est très rare, il y a des femmes qui ne souhaitent pas courir ce risque, ou tout simplement qui ne souhaitent pas avoir les inconvénients d'un implant mammaire, à savoir des contrôles réguliers, cliniques et radiologiques spécifiquement liés à la présence de l'implant, une nécessité de changer les implants en moyenne tous les 10 à 15 ans, il n'y a pas de date de péremption, voilà. Et puis les complications à long terme, donc le risque, on parle de risque à chaque fois, pas de certitude que ça va se passer, mais de risque de coque, de contraction, de mauvaise tolérance des implants. Donc de plus en plus de femmes s'orientent vers le DIEP en première intention. Par contre, c'est une intervention qui est quand même beaucoup plus lourde que la mise en place des prothèses. Donc c'est pour ça que beaucoup de femmes sont encore réticentes à cette technique. Beaucoup plus lourde dans quel sens? C'est une intervention qui est beaucoup plus longue, puisque pour réaliser un DIEP, quand vraiment tout se passe bien, qu'on va vite et qu'on arrive à refaire les branchements dans de bonnes conditions et une adaptation du lambeau sur le thorax rapide, c'est difficile de mettre moins de 6 à 7 heures. D'autant que ici, je les réalise seul, seul chirurgien avec l'interne qui m'accompagne et puis des infirmières de bloc, je ne suis pas tout seul. Et donc forcément, j'ai pas possibilité de travailler en double équipe avec une personne qui s'occupe du ventre, l'autre personne qui s'occupe du sein. Donc moi, ça me prend un petit peu plus de temps.
Ça reste des délais qui sont tout à fait raisonnables pour une intervention chez quelqu'un en bonne santé, mais c'est à prendre en compte dans la balance. Et la récupération est également plus longue, puisqu'on a touché au ventre, il peut y avoir des douleurs, on a ouvert le muscle pour aller récupérer les vaisseaux qu'on a refermés, et donc voilà, une hospitalisation plus longue, de l'ordre d'une semaine à peu près, une petite semaine quand on va bien, 5 jours au minimum. Des douleurs un peu plus importantes au niveau du ventre, par contre moins de douleurs au niveau du sein. Alors j'ai entendu dire que le réveil se faisait en réanimation. Alors non, le réveil se fait en salle de réveil comme n'importe quelle intervention sous anesthésie générale, et par précaution, dans la mesure où c'est une intervention longue et la surveillance du lambeau de reconstruction est très particulière, c'est pas vraiment de la réanimation, c'est les soins continus. Donc ça veut dire que ça se passe bien, les gens sont bien, mais on va avoir une surveillance constante, et ça c'est le rôle de l'unité de soins continus. Alors donc une fois qu'on a élaboré ce DIEP, j'ai entendu dire aussi que le sein donc, grossissait et maigrissait selon les évolutions de poids de la personne qui a eu un DIEP. Ça c'est tout à fait vrai, puisque c'est votre graisse à vous, hein, la graisse du ventre. Et donc, elle est soumise à la circulation sanguine comme toute la graisse ailleurs dans le corps et aux stimulations hormonales. Et donc, quand les patients grossissent, ça grossit, et quand les patients maigrissent, ça maigrit. C'est quand même pas mal par rapport à une prothèse. Effectivement, il y a le côté, ça donne, alors, l'aspect est plus naturel. L'évolution est plus naturelle, mais l'aspect est également plus naturel. La prothèse, même si elle est excessivement bien posée, sur une peau de très bonne qualité, gardera quand même un aspect figé qui peut nuire à la qualité de la reconstruction. Et surtout, avec le temps, la prothèse va rester en place, alors que la peau risque de se détendre par-dessus, et surtout l'autre sein va évoluer de façon complètement différente. Quand on a fait un DIEP, c'est de la graisse dans les deux cas, puisque bon, le sein est quand même majoritairement graisseux, il y a un peu de glande, mais c'est majoritairement de la graisse. Et donc c'est votre peau et votre graisse qui va évoluer de façon synchrone des deux côtés. Donc le résultat est plus naturel, et surtout il évolue beaucoup mieux dans le temps. Et du point de vue de la prise en charge? Prise en charge, au niveau de la sécurité sociale alors, notamment. C'est du post-cancer, hein, donc c'est pris en charge, et c'est même pris en charge à 100% par la sécurité sociale. Oui, parce que là on entend aussi un peu tout et n'importe quoi en disant je n'aurai pas les moyens de faire un DIEP, donc toute malade suivie pour un cancer peut faire un DIEP sans problème. Alors certains chirurgiens plasticiens font des DIEP dans le cadre de leur activité libérale, où là il peut y avoir des dépassements d'honoraires. Mais à l'hôpital d'Arras, il n'y a pas de dépassement d'honoraires. Non, moi je travaille en secteur public à 100%, donc je suis salarié de l'hôpital, et je ne touche rien de l'activité que je génère, ni des consultations, ni des blocs, ni de quoi que ce soit. Pour l'instant, après, on verra, mais les DIEP, en tout cas, me concernant, même si j'ai un secteur libéral à l'avenir, les DIEP ne rentreront jamais dans le cadre de ce secteur libéral. C'est bon à savoir. Pour... je ne sais plus ce que je voulais demander. Vous voyez, on disait que quelqu'un va bafouiller, ben c'est moi. Donc concernant les DIEP, vous en avez fait combien depuis que vous êtes au CHA? Vous n'avez pas d'idée? Alors, il y a une chose qu'on n'a pas évoquée, c'est que parfois on fait des DIEP d'un seul côté, donc on appelle ça des DIEP unilatérales pour une reconstruction mammaire après une amputation du sein, après ou pendant d'ailleurs, puisqu'on peut faire des DIEP en reconstruction immédiate, donc après amputation d'un sein atteint d'un cancer, et c'est ces interventions-là que je fais tout seul. On peut également le faire des deux côtés, on appelle ça un double DIEP. À ce moment-là, on scinde la peau du ventre en deux et on va prélever les vaisseaux des deux côtés. Alors là, ça rallonge le temps par deux, c'est beaucoup plus long. Et donc ça, je ne le fais pas tout seul, et je demande à un de mes anciens collègues du CHR de Lille de venir m'aider sur l'hôpital d'Arras pour qu'on fasse chacun un côté, ou alors un de nous s'occupe du ventre, en l'occurrence c'est plutôt le chirurgien invité, et moi qui m'occupe des branchements et du remodelage. Voilà, après on s'adapte. Mais ce qu'on appelle un double DIEP, un DIEP bilatéral, ça je ne peux pas le faire tout seul, ce serait beaucoup trop long, et puis mes limites
physique propre, je peux pas opérer Oui, tout à 14 heures tout seul, non-stop, ça c'est pas possible. fait. Ça doit être assez rare Donc quand on le fait même. à deux. Et ben non, Pas tant que ça. je dirais que j'ai quasiment fait moitié de chaque. Alors peut-être un peu plus de dieppe unilatéraux, mais avec notamment l'essor des recherches de mutations BRCA Oui. et des risques augmentés de cancer du sein, on a de plus en plus de demandes pour des dieppes bilatéraux avec une reconstruction pure d'un côté et une mastectomie préventive sous-cutanée, c'est-à-dire qu'on garde la peau, on ne retire que la glande et la graisse de l'autre côté. Et à ce moment-là, alors forcément, en fonction des morphologies, mais les volumes après seront un peu plus petits, puisque la peau dont on dispose sera divisée par deux. Voilà. Mais ça en restera général, une on jolie arrive, poitrine quand même. Oui, et surtout elle sera équilibrée, parce qu'on mettra exactement la même chose des deux côtés. On n'aura pas à jongler sur la différence de volume des deux côtés. Je vais dire un truc. Enfin, on y reviendra. Alors là, on a beaucoup parlé de quand ça se passait bien. Oui. Mais malheureusement, il y a des cas où il peut y avoir des complications. Elles sont finalement relativement rares dans le dieppe, mais par contre, elles ne pardonnent pas. Et celle qu'on redoute le plus, c'est l'échec total de la reconstruction par thrombose des vaisseaux. Donc c'est des vaisseaux qui font à peu près les vaisseaux qu'on va rebrancher, puisque donc on a pris les vaisseaux en bas et on les rebranche soit au niveau du sternum, soit au niveau des aisselles pour faire survivre les lambeaux. Donc ces vaisseaux, au branchement, ils font entre 1 et 2 mm. Donc c'est tout petit, il y a une artère et une veine, éventuellement parfois on branche une deuxième veine. Donc ça fait 3 vaisseaux par sécurité, enfin 2 minimum et parfois 3 par sécurité, donc c'est tout petit. Et ces vaisseaux peuvent se boucher, il peut apparaître un caillot dans la lumière, donc à l'intérieur du vaisseau, et à ce moment-là, le sang n'arrive plus dans les lambeaux. Ça fait comme une phlébite. Alors la phlébite, oui, alors non, en fait, non, ça fait pas. C'est une thrombose. C'est une thrombose, ça fait plus comme un infarctus. Si D'accord. Ou un AVC, mais pas vraiment comme une phlébite. Okay. Et disons, le lambeau, comme il est dépendant uniquement de ces 2 ou 3 vaisseaux, si le sang n'arrive plus par un de ces vaisseaux, il va complètement nécroser si on ne fait rien. Alors la première chose, c'est de réopérer en urgence, d'où la raison du séjour en soins continus et d'une surveillance constante du lambeau et de la patiente. Et donc on va réopérer les gens en urgence pour pouvoir rincer les vaisseaux, essayer de les désobstruer et de refaire les branchements en espérant qu'ils ne se rethrombosent pas. On s'en rend compte comment? Le sein ne prend pas de couleur? Voilà, il change de couleur. Donc, quand c'est une veine qui se bouche, le lambeau va devenir d'abord rouge, puis bleu, violet, puis bon, après c'est des couleurs de nécrose, ça peut aller jusqu'au noir et puis complètement se dévitaliser. Quand c'est l'artère qui se bouche, au contraire, le sang n'arrive pas dans le lambeau. Donc quand la veine se bouche, le sang n'arrive pas à en ressortir, donc ça fait le vaisseau s'engorge, c'est pour ça qu'il devient bleu. Et quand c'est l'artère qui se bouche, là il n'y a plus de sang dedans et il devient blanc, extrêmement blanc, et on voit juste les veines apparaître. On appelle ça c'est des lividités, un livédo. Donc c'est le côté livide, donc blanc, avec ces espèces de trajets sinueux bleus, qui est tout aussi grave en signification. Donc on réopère, et si ça ne marche pas, on essaie de déboucher les vaisseaux, on les rebranche, parfois ça marche et puis ça rethrombose le lendemain, parfois ça ne marche pas du tout, et il faut se résoudre à supprimer purement et simplement le lambeau, et c'est un échec complet de la reconstruction. Vous avez un pourcentage d'échecs? Vous auriez un chiffre? Alors ça, il y a des grandes séries internationales sur des milliers de patients qui ont été opérés, et quelles que soient les équipes, à condition que ce soit des équipes qui en fassent régulièrement, qui soient habituées et parfaitement entraînées à ce type de chirurgie, il y a entre 2 et 5% d'échecs complets de reconstruction mammaire par lambeau de dieppe. Et combien de personnes qu'on doit réopérer? Une idée? Ça doit être une dizaine de pourcents. Là, les études sont un peu moins précises, mais c'est de l'ordre d'une dizaine de pourcents. Ça, c'est le nombre de personnes à réopérer, c'est beaucoup plus variable en fonction des centres. Mais par contre, le nombre d'échecs complets,
est beaucoup plus c'est homogène. Voilà. Alors, ça peut être variable pour plusieurs raisons, parce qu'il y a un moment où il faut bien débuter, et que quand on débute, même quand on est accompagné par quelqu'un qui a beaucoup plus l'habitude de ça, on est plus long, et plus on est long, plus il y a un risque de thrombose. Donc, c'est pas forcément qu'on a mal fait les choses ou qu'il y a eu une erreur, mais plus l'intervention va être longue, et plus le risque de thrombose par la suite va également être important. Et donc, voilà, il y a des disparités en fonction des centres. D'accord. Donc, globalement, le DIEP, c'est quand même une bonne solution. Oui, alors, quand on parle de 2 à 5% d'échec, on a l'impression que ça fait énorme, mais ça signifie qu'il y a de 95 à 98% de succès. Quand on tourne les choses comme ça, tout de suite, c'est un peu plus vendeur. Avec beaucoup de femmes qui sont satisfaites, a priori. Oui, alors, ça, c'est quelque chose qui a été beaucoup étudié aussi, la satisfaction, notamment des femmes reconstruites à l'aide de prothèses ou à l'aide de DIEP. Et qui sont passées de l'un à l'autre, notamment. Non, pas forcément. Là, c'est vraiment juste l'une et l'autre, et on a comparé des groupes de patients qui ont été opérés de l'un comme de l'autre. Et donc, on constate un taux de satisfaction de patientes reconstruites par implant plus important au démarrage, mais avec le temps, cette satisfaction diminue, notamment par le défaut d'évolution de la prothèse par rapport au sein natif, par rapport au risque de complications à long terme qui sont notamment augmentées quand il y a de la radiothérapie, enfin quand il y a des antécédents de radiothérapie. Et donc, cette satisfaction, elle s'émousse avec le temps. Au contraire du DIEP où le taux de satisfaction immédiat est moins élevé, parce que les suites sont plus dures, l'intervention est plus longue, les douleurs sont un peu plus importantes, mais augmente de façon significative avec le temps, et les courbes se croisent aux alentours de entre 3 et 5 ans à peu près. Hein, on a des taux de satisfaction équivalents, et ensuite, dans des délais plus éloignés de leur reconstruction, les femmes sont beaucoup plus satisfaites d'un DIEP que de la mise en place de prothèses. D'accord. Écoutez, merci beaucoup pour toutes ces précisions sur le DIEP, qu'on effectue aussi au centre hospitalier d'Arras, il faut le dire, et avec un beau taux de réussite. Alors, juste une dernière chose, il y a des indications pour le DIEP et il y a des contre-indications pour le DIEP. Donc, c'est absolument indispensable d'avoir une consultation avec un chirurgien plasticien spécialisé dans cette technique, ou en tout cas qui la pratique de façon régulière, pour savoir si la technique est possible ou non. Et malheureusement, ce n'est pas possible pour tout le monde en raison de la morphologie. Les patients trop maigres ne peuvent pas avoir de reconstruction par de DIEP, ou alors les femmes qui ont des antécédents de chirurgie abdominale avec des incisions qui compromettent la vascularisation du lambeau. Donc ça, on n'en a pas parlé, mais c'est quand même important à préciser. Tout à fait. Merci beaucoup. Au revoir.